Bonjour. Et voilà, nous sommes jeudi, donc c'est les jeudis en live. Aujourd'hui, si tout va bien, je reçois Sophie Duverne. Je vais attendre, comme tous les jeudis, qu'elle me rejoigne pour saluer ma conseil. Pour ce live, donc aujourd'hui, on va parler des mémoires familiales avec Sophie qui est spécialisée dans la psychogénéalogie. Allez, je vais l'appeler tout de suite. La semaine dernière, ça marche du premier coup, ça va être super, vous allez voir. On y croit. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc j'attends Sophie qui devrait me rejoindre si tout va bien. J'y ai cru que ça allait marcher du premier coup, je vous assure que j'y ai cru. Alors, on fait ça et ça. J'essaie de faire de la magie, vous avez vu? Ça marche pas. Alors, Sophie, est-ce que tu as bien eu l'invitation? C'est fou ce qu'on se sent seul dans ces moments-là. Je relance l'invitation, Sophie. J'ai une autre demande de ta part ici. Voilà, tu es là. Ah oui, ça marche. C'est quelques minutes, c'est toujours un petit peu mon préféré du live. Allez, parfait. Alors, donc je vous le disais, aujourd'hui, je reçois Sophie Duverne. Bienvenue dans les jeudis en live. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ce rendez-vous hebdomadaire que j'ai créé pour ouvrir un espace de parole autour du bien-être, de l'estime de soi et de tout ce qui touche à la photographie thérapeutique et à la photothérapie. Chaque jeudi, je reçois une ou un invité pour partager une vision, une expérience, une sensibilité, des mots pour mettre de la lumière sur ce qui parfois reste dans l'ombre pour parler vrai et peut-être vous offrir des clés, des prises de conscience ou juste un moment doux et inspirant. Ici, on va parler avec le cœur, on écoute, on échange, on ressent. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel espace de connexion. Je reçois Sophie, que j'ai connue il y a quelques années, je ne sais plus trop, je dirais 3-4 ans. Elle est praticienne en psychogénéalogie. J'ai souhaité l'inviter sur ce jeudi en live autour d'un thème aussi passionnant que bouleversant, c'est les mémoires familiales. Sophie, elle accompagne dans la compréhension de l'histoire familiale, des loyautés invisibles, des schémas répétitifs et tout ce qu'on porte parfois sans le savoir, souvent même. Son approche est éclairante, elle permet de mettre du sens sur nos héritages inconscients et de faire la paix avec ce qui a été. Bonjour Sophie, merci d'être là. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux déjà te présenter avec tes mots à toi, qui tu es, ce que tu fais, etc. et comment tu en es venue à la psychogénéalogie? Oui, donc mon nom est Sophie Duverne, je suis psychogénéalogiste. J'ai un cabinet à Toulon, mais je travaille soit en cabinet, soit en visio, un peu partout dans les pays francophones. Je suis aussi auteure du podcast Psychogénéalogie et compagnie, donc qui sort environ tous les mois et qui a pour objectif de faire connaître la psychogénéalogie à travers différentes thématiques. Voilà, et je suis aussi l'auteur du livre Se libérer des mémoires familiales qui est sorti aux éditions Robert Laffont. Et donc tout ce parcours en psychogénéalogie, en fait, moi j'ai l'habitude de dire que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Donc quand j'avais 16 ans, j'ai écouté un jour une émission sur les secrets de famille. Et je me suis dit, mais c'est incroyable le poids en fait qu'un secret peut faire porter aux générations suivantes. Et puis bon, petit à petit, j'ai un petit peu mis ça de côté jusqu'à me rendre compte autour de un peu avant mes 40 ans, que j'étais moi-même sous le coup d'un très gros secret de famille, que j'ai pu mettre au travail avec une psychogénéalogiste et qui m'a permis de libérer tout un tas tout un pan de ma personnalité, voilà, et qui a abouti finalement à cette reconversion dans la psychogénéalogie, avec cette réflexion qui était de me dire, tiens, si j'avais rencontré une psychogénéalogiste il y a 20 ans, peut-être que j'aurais gagné du temps, peut-être pas, parce que des fois on n'est pas prêt, mais peut-être.
Et donc, je voulais offrir cet accompagnement à d'autres personnes. Quand tu parles du reportage sur les secrets de famille, c'est celui qui est disponible sur ton site internet, je crois, je Non, à pense. l'époque, quand j'avais 16 ans, c'était une émission radio de Serge Tisseron, je pense. D'accord. Mais moi, j'ai donc vu celui qui est disponible sur ton site internet et qui explique bien, je trouve, cet aspect donc des mémoires familiales et de ce que peut apporter la psychogénéalogie. Alors, qu'est-ce que c'est les mémoires familiales et qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, les mémoires familiales, c'est vrai que c'est un terme que j'utilise moi, mais qui est un terme générique que j'utilise pour parler de tout ce qui se transmet dans une famille de manière plutôt invisible, à savoir les croyances et les émotions principalement. Mhm. Donc en fait, quand on vient au monde, on est tous héritiers d'un héritage psychologique. Moi, j'utilise souvent l'image de la valise parce que je trouve qu'elle est parlante. Donc, on nous remet une valise avec plein d'objets dedans qui ont appartenu à notre famille. Et puis, bah, au fur et à mesure que notre vie se déroule, on ouvre la valise et on regarde ensuite ce qu'on veut garder. Donc, en termes de croyances, valeurs, même d'émotions, de schémas de comportement, de culture, de tout ce qui a imprégné notre famille, ce qu'on veut garder et transmettre, donc les objets qu'on va garder. Il y a les objets qu'on voudrait garder mais transformer, parce qu'en fait, tel que ce nous a été transmis, ça ne nous correspond pas tout à fait. Et puis, il y a aussi les objets qu'on ne veut pas garder, dont on veut se débarrasser. Ça peut être des croyances, des valeurs, ça peut être des émotions aussi, qui appartiennent à notre famille, qui nous ont été transmises, mais dont on ne veut plus et qu'on ne veut certainement pas transmettre à nos enfants. Et donc, la psychogénéalogie est une forme de thérapie qui est là pour accompagner chacun, disons, pour le dire simplement, à faire le tri dans ses mémoires familiales et à décider ce qu'elle veut garder et ce dont elle veut se libérer. Donc, sur ton principe, enfin sur ton principe, le principe de la psychogénéalogie, en fait, c'est effectivement les bagages que l'on transporte, qui ne sont pas à nous. Mais quand tu parles de secret familial, ça veut dire qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant, et pour autant, ça influe sur notre vie, ça fait qu'on réagit ou qu'on crée des choses dans notre vie de façon différente. Oui, c'est ça. En fait, alors, il y a parmi les choses dont on n'est pas au courant, parmi ce qu'on appelle les transmissions invisibles, il y a les émotions qui sont en lien avec des secrets de famille, Mhm. qui se transmettent justement parce qu'elles ne sont pas verbalisées et digérées et élaborées par les générations précédentes. Mais il y a aussi tout un tas d'autres émotions qui se transmettent parce qu'il y a du non-dit. Par exemple, dans le cas d'un traumatisme qui serait arrivé à un de vos parents ou grands-parents dont ils n'auraient pas pu parler parce que c'était trop dur, les émotions se transmettent également de manière invisible et se transmettent aussi de manière invisible des croyances. C'est-à-dire qu'un enfant qui grandit dans une famille, à travers l'observation des comportements de cette famille, l'observation de certains gestes, certaines conversations qui s'arrêtent brusquement, certaines façons de faire, il va en fait, j'ai envie presque de dire, ingérer un certain nombre de croyances, mais de manière invisible, sans que ce soit verbalisé. Un enfant, par exemple, peut penser, alors là, ça ne me vient pas, mais par exemple, dans une famille, on peut entendre parfois, enfin, j'ai entendu des femmes venir en consultation, puis au bout d'un certain temps, réaliser que, ah, pour elles, dans leur famille, à travers ce qu'elles avaient pu percevoir du comportement des femmes avec les hommes, que les hommes ne servent à rien. Mais ça n'avait jamais été dit. Mais c'est ce qui a été ressenti et perçu par l'enfant, puis l'adolescent, puis le jeune adulte, qui pour moi, enfin, il est important de le faire revenir à la conscience pour justement, parce que les croyances qui agissent sans qu'on en ait conscience agissent malgré nous. Donc là, tu nous parles de croyances qui, on arrive à comprendre en discutant que les actions des adultes quand on était enfant ont influé sur nous et nous ont donné ces croyances-là. Comment on fait par contre pour aller percer qu'il y a un secret familial quelque part dont on n'est pas au courant? Est-ce que c'est, on s'en doute, mais on ne sait pas ce que c'est? Est-ce que on a percé le secret et du coup on vient parler avec toi pour savoir ce que ça a influé? Ou est-ce que ben on ne sait pas du tout ce secret-là et on peut le découvrir plus ou moins avec toi?
Ben, les trois situations peuvent se présenter. Disons que d'abord, au niveau du secret de famille, ce qui est important peut-être de redire, c'est que, bon, d'abord, toutes les familles ont des secrets. Et ensuite, qu'il y a des secrets qui doivent rester secrets. Il y a des choses qui concernent la vie de nos parents, qui les regardent eux et qui n'ont pas à nous divulguer. Un secret de famille, c'est vraiment un événement familial qui est source de honte ou de culpabilité et qui est volontairement caché au reste de la famille. Et il y a un interdit de savoir dans le secret de famille. Donc les personnes qui ont un gros secret dans leur famille, souvent quand même, elles ont des symptômes qui sont en lien avec cet interdit de savoir. Ou elles savent qu'il y a quelque chose, mais elles n'osent pas poser la question depuis des années, elles n'ont jamais osé poser la question parce qu'en fait, elles sont en loyauté au secret, en loyauté avec cet interdit de savoir. Donc souvent, elles peuvent arriver. Il y a différentes portes d'entrée pour le secret de famille. Ça peut être des symptômes qui ne sont pas compris et à travers la thérapie, on va réussir à les relier au secret de famille. Ça peut être aussi le sentiment qu'il y a des non-dits dans la famille qu'on va réussir à travailler en thérapie. Et puis parfois, des personnes viennent avec une problématique, on va dire, que finalement, on arrive à mettre en lien avec un secret de famille, mais c'était quelque chose dont la personne n'avait pas du tout idée. Du coup, tout à l'heure, tu as dit, il y a des secrets de famille qui doivent rester secrets. C'est vrai que moi, je reçois souvent des personnes qui savent qu'il y a un secret de famille et qui essaient absolument de savoir ce que c'est. Euh, mais je suis pas très sûre qu'il y a vraiment besoin de savoir ce que c'est ou de peut-être faire plutôt la thérapie dans le sens de lâcher prise sur ce secret qui ne nous appartient pas. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'on doit vraiment toujours forcer pour savoir les choses ou est-ce que la thérapie peut pas être plus dans l'idée de lâcher prise sur les choses qui quelque part ne nous regardent pas ou ne nous feraient pas forcément du bien à savoir? Mais là, on en revient en fait sur la définition du secret de famille, c'est-à-dire un secret, par exemple, la sexualité des parents, c'est quelque chose qui n'a pas à être partagé avec les enfants. Euh, voilà, il y a des tas de choses qui n'ont pas à être partagées, mais à partir du moment où quelqu'un sent qu'il y a un secret dans sa famille et qu'il en ressent une forme de souffrance ou il en ressent des symptômes, moi, il me semble important de le travailler en thérapie. Par contre, parfois, on ne peut pas savoir la vérité. D'abord, la vérité n'existe pas. Dans un secret de famille, il y a toujours tellement de versions qu'on n'arrivera jamais à avoir la vérité vraie. Ce qui est important, c'est de réussir à se construire une histoire autour de ce qui a pu se passer. Mais parfois, on n'a pas accès. Et là, effectivement, le travail thérapeutique, ce sera d'arriver à lâcher prise par rapport à ce secret. Super. Alors, dans les mots employés en psychogénéalogie, il y a cette vision, je ne sais pas trop comment mettre, quel mot mettre, sur les loyautés familiales inconscientes. Et est-ce que tu peux nous parler de ce terme-là? Voilà, c'est ça, le mot terme que je Ouais. cherchais. Oui, donc ça, c'est un des, on dirait, des notions clés de la psychogénéalogie. C'est la question de la loyauté. Mhm. Donc, on est tous, par essence, disons, loyal à notre famille. Alors, historiquement, a priori, ça viendrait de l'homme préhistorique qui ne pouvait pas survivre sans le clan. C'est-à-dire qu'un homme préhistorique tout seul dans la nature, il était mort, c'était sûr. Et donc, il y a quelque chose qui est resté de cette idée, de ce ressenti même que on doit tout faire pour rester intégré à notre famille, ne pas être rejeté par le clan familial. Et ça, cette loyauté, elle traverse toutes les familles. Euh, Parfois, elle se manifeste de façon assez évidente. Par exemple, des personnes qui habitent au même endroit que leurs parents, que leurs grands-parents, et qui tiennent à y rester, ou des personnes qui font le même métier que leurs parents, que leurs grands-parents. Donc, c'est une force, la loyauté, c'est une force qui est constructive. C'est ce qui permet aussi à la famille de se maintenir en tant que famille, de partager les mêmes valeurs, d'avoir les mêmes idées, même si pas complètement, mais en gros, euh, on va dire les mêmes principes de vie. Et puis, c'est aussi à la fois, donc c'est une force positive dans le sens où dans les exemples que j'ai cités, les personnes peuvent être très heureuses de leur choix de vie, même s'ils sont faits en loyauté à leur famille. Sauf que des fois, il y a des choix de vie qui sont faits en loyauté et qui font souffrir. Et dans ce cas-là, on dit que la loyauté est une forme, enfin, un aspect destructeur.
c'est-à-dire qu'elle peut empêcher un individu de s'accomplir. Typiquement, ça va être quelqu'un qui va pas faire les études qu'il a envie de faire, pas faire le métier qu'il a envie de faire, pas épouser le conjoint qu'il a envie d'épouser, par loyauté à sa famille, parce que ça déplairait à sa famille. Mhm. Et là où c'est encore plus complexe, c'est que parfois la famille ne le verbalise pas. Et donc là, on parle de loyauté invisible, euh, c'est-à-dire il n'y a pas une demande qui est faite, mais l'enfant sait ce que ses parents attendent de lui. Oui, il y a une espèce de poids familial du coup qui reste là. Et comme il n'est pas discuté, comme il n'est pas communiqué, ben, de toute façon, on reste dans cette loyauté un peu destructrice. C'est ça. Et l'autre difficulté que pose la loyauté, c'est que certains peuvent être déloyaux, Mhm. mais du coup en payer le prix. C'est typiquement l'exemple de quelqu'un qui partirait vivre très très loin de sa famille parce que une personne, enfin, elle n'en peut plus de sa famille, donc elle part vivre à l'autre bout du monde, mais en fait, elle est rongée par la culpabilité, et du coup, sans en avoir conscience, et c'est là aussi le caractère invisible, elle va s'auto-saboter pour pouvoir rentrer. Mais tant que cette force-là n'est pas verbalisée, c'est quelqu'un qui va venir avec une plainte de mais je comprends pas, tout ce que j'entreprends dans ce pays ne fonctionne pas, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'en fait, elle se sent tellement coupable qu'elle s'interdit de réussir. Par exemple, Ah, c'est un exemple. oui, bien sûr. Ouais, il y en a un exemple que je rencontre assez souvent, c'est le fait de ne pas devenir quelque part supérieur à ses parents, de réussir mieux que eux. Celle-là, c'est une que je rencontre assez souvent dans les personnes qui viennent me voir, qui est assez visible en fait. Hein, je pense que c'est une assez commune. Oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut trouver assez fréquemment. Mais une fois que c'est conscientisé, euh, voilà, il y a déjà un premier pas qui est fait. Je vois tout à fait. Du coup, comment on sait qu'on porte une mémoire? Comment on peut s'en rendre compte? Quels sont les signes en fait qui peuvent nous faire dire ah, ça c'est peut-être pas à moi, ça c'est lourd, je sens que ça me convient pas et ça vient de la famille. Ah, qu'est-ce qui peut nous permettre donc du coup de peut-être aller consulter pour vraiment aller creuser aussi, hein. Ben, je crois que c'est cette réflexion-là, c'est de quand on rencontre une difficulté ou un symptôme psychique ou physique, euh, quelque chose qui est parfois récurrent, euh, mais que du coup, en y réfléchissant, on se demande ce que ça a à faire avec notre vie. On ne trouve pas de lien dans notre vie, dans notre expérience personnelle, et pourtant c'est là, c'est tenace, avec parfois ce sentiment que ça vient de loin. J'entends souvent les gens dire, je ressens ça, mais je sens que ça vient de loin, que c'est très profondément ancré. Mhm. Ça, ça peut être un premier cas de figure. Autrement, ceux qui viennent chez moi sont aussi des personnes parfois qui ont essayé plusieurs types de thérapies, mais qui n'ont jamais travaillé sur leur famille. Et donc leur symptôme est persistant malgré toutes les thérapies qu'ils ont fait. Et parfois d'aborder la question du transgénérationnel permet de résoudre la difficulté. Alors on a une question que je vais te poser du coup de Lily Écré. Est-ce qu'il peut y avoir des loyautés de vie antérieure? Est-ce que toi tu t'occupes des vies antérieures Non, familiales? je ne travaille pas sur les vies antérieures, mais je travaille sur la lignée. Donc en psychogénéalogie, on remonte en général euh, autour de 4 ou 5 générations. Je pense que c'est déjà pas mal d'aller voir dans nos vies parce que si on fait le plan de toute la famille, il y a vraiment beaucoup de monde derrière. C'est déjà bien d'aller voir dans cette vie-là. C'est ça, et je dirais même qu'il est parfois arrivé que je reçoive des personnes et qu'en travaillant sur leur généalogie, elles se rendent compte que ce qui leur avait été décrit comme une vie antérieure est en fait la vie d'un de leurs ancêtres. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, oui, parce que quand même, il faut quand même se rendre compte à quel point on a des ancêtres, quoi. Si vous faites le calcul, j'ai vu une publication sur je ne sais quel réseau qui parlait de ça. On part de nous, il y a les parents, les grands-parents, et le nombre de nos ancêtres ensuite est exponentiel. Mm. Donc vraiment se pencher sur le nombre de personnes qui est derrière nous et qui a pu nous donner ce fameux bagage, c'est déjà pas mal. C'est ça. Du
coup, est-ce que toi, tu observes des schémas qui reviennent très souvent dans tes accompagnements, notamment chez les femmes, des choses qui sont vraiment récurrentes, régulières, qui reviennent souvent? Mais ce que je trouve, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai orienté mon livre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mon livre il est orienté vers les femmes, justement. Ce que je trouve assez souvent, bien sûr, c'est la dévalorisation, le manque d'estime de soi, le sentiment qu'être une femme c'est moins bien, qu'une femme réussit moins bien, qu'une femme est une proie potentielle, voilà. Et en fait, ce que je m'attache à dire dans le livre, mais je ne suis pas la première à le dire, hein, Bruno Clavier l'a dit bien avant moi, euh, c'est que même si la société aujourd'hui a fait des pas de géant par rapport à la place de la femme, bon, il reste encore à faire, hein, mais on a beaucoup avancé par rapport à nos mères et nos grands-mères, Bien sûr. nous avons hérité de tout leur schéma inconscient, de toutes leurs croyances quant au féminin, de toutes leurs émotions qu'elles ont vécues en tant que femmes, et bien qu'on puisse vivre dans une société qui nous propose de reprendre une place, nous portons en nous ces schémas anciens. Donc il faudra, je pense, encore quelques générations pour que les femmes puissent se penser dans leur pleine puissance, débarrassées de ces croyances et de ces émotions anciennes. Bien sûr, ça peut influer aussi sur notre façon d'être donc au quotidien que alors là je pense qu'on peut même sortir du schéma que familial mais rentrer même dans le schéma sociétal complet de de tout ce qui pouvait se passer il n'y a que 50 ans en arrière quoi, c'est encore pas si loin. C'est ça, c'est pas si loin. Et je dois dire quand même que pour certaines femmes, c'est encore une actualité. Il y a encore beaucoup de familles, et ça on peut le savoir quand on pratique l'accompagnement, dans lesquelles la femme est absolument dévalorisée et objectisée. Mm. Lily Écré nous pose encore une question, mais est-ce que tu peux éclaircir ta question parce que je ne la comprends pas. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler des outils et de l'approche que tu utilises au quotidien avec ces clients, patients, je ne sais pas, qui viennent te voir pour libérer ces mémoires? Oui, donc une première séance de psychogénéalogie. D'abord, la psychogénéalogie, c'est une thérapie qui est orientée sur une demande, on va dire, par rapport à une psychanalyse qui, elle, serait plus une analyse de toute la personnalité. Donc, quand une personne arrive en séance, elle a une demande, euh, voilà, quelque chose qui lui pose problème, comme je disais tout à l'heure, un symptôme ou même parfois un objectif à atteindre. Euh, et je vais travailler avec elle en psychogénéalogie avec différents outils. Donc, d'abord, son génosociogramme. Ce qu'on appelle un génosociogramme, c'est simplement un arbre généalogique, mais qui est beaucoup plus détaillé, Mhm. dans lequel on va mettre toutes les informations, donc notamment, donc en plus des dates de naissance, de décès, on va mettre aussi la date des grands événements familiaux, la date des grands traumas familiaux, les relations conflictuelles ou les relations, les liens particuliers d'amour entre les membres de la famille. Voilà, ça va nous faire comme une grande cartographie de la famille. Je me rappelle, c'est ce qu'on avait fait dans Oui, l'atelier. Moi, j'étais avec toi et on avait aussi travaillé aussi sur les prénoms. c'est Je me ça. rappelle de ça parce que ça m'avait marqué sur les prénoms qui, quelque part, se suivent. Bon, moi, j'ai un arbre généalogique un peu flou, mais, mais je me rappelle bien de ça, oui. Oui, c'est ça. Ben, parce qu'en fait, donc, ce génosociogramme, il nous sert à. C'est comme une carte du territoire qu'on va explorer. On n'explorera peut-être pas tout, mais en tout cas, c'est un guide. Et à travers les dates qui se répètent dans l'histoire, à travers les prénoms, à travers les événements qui se répètent dans l'histoire, ou les schémas relationnels, on peut avoir une idée de qu'est-ce qui s'est transmis dans cette famille. Mhm. Mais on n'utilise pas que le génosociogramme, parce que heureusement qu'on n'a pas toutes les casseroles de notre famille, sinon on ne se lèverait pas le matin. Parce qu'on travaille beaucoup aussi avec le récit de l'histoire familiale. Donc tiens, qu'est-ce qu'on vous a raconté sur votre histoire familiale? Et ce récit qu'on appelle le roman familial, parce qu'il est forcément romancé, ce n'est pas une vérité, il aide à comprendre ce qui s'est passé dans la famille et aussi comment ça a été raconté et quel effet a eu sur la famille le fait que ce soit raconté de cette façon-là. Voilà. Et donc, au fil des séances, on avance
dans la découverte de ce que la personne porte de l'histoire familiale, qui l'entrave, qui l'empêche, et aussi, et on va aussi bien sûr chercher quelles ressources elle a dans sa famille qui peuvent l'aider à surmonter ce qu'elle traverse. Sachant que dans une famille, chaque enfant hérite de mémoires familiales différentes en fonction alors d'un nombre innombrable de choses, mais dont sa place dans la fratrie, Ça aussi. voilà, son projet sens, c'est-à-dire qu'est-ce que ses parents avaient prévu pour lui, Oui. son tempérament, bien sûr, son contexte de naissance, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, et aussi de ce qui va se réveiller chez nous comme mémoire familiale dépend beaucoup de ce qu'on vit dans notre vie. C'est-à-dire que si à un moment dans votre vie vous vous trouvez dans la même situation que votre grand-mère au même âge, alors au même âge ça c'est plutôt une répétition, mais disons vous vous trouvez dans la même situation, une mémoire peut se réveiller. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Si vous avez une grand-mère qui a jamais fait le deuil de son mari et que en fait ce deuil s'est gelé et que des émotions de tristesse infusent partout dans la famille, le jour où vous serez en situation de perdre votre mari, dans ce qu'on appelle un après-coup transgénérationnel, toute cette tristesse va remonter. C'est-à-dire il y a la vôtre, mais il y a aussi celle de votre grand-mère. Ça fait lourd à porter là d'un coup, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc tout dépend aussi de ce qu'on vit dans notre vie et c'est pour ça que la psychogénéalogie, c'est un outil sur lequel on peut... Enfin, c'est une thérapie qu'on peut suivre plusieurs fois dans sa vie, puisqu'en fonction de ce qui s'est présenté à nous, des mémoires se seront réveillées ou pas. Ok. Alors, du coup, Lily Écré, elle a resynthétisé sa question. Et donc, si je comprends bien la question, c'est est-ce que le fait de ne pas se sentir à sa place, ça peut être lié à ce genre de Oui, problématique ça familiale? c'est typiquement une problématique qui peut être abordée en transgénérationnel. Voilà. Donc ça peut être... alors après, il n'y a pas une seule bonne réponse, hein, mais ça peut être qu'il y a un enfant mort avant vous, mais que vous ne le savez pas. Ça peut être que ça s'est passé à la génération du dessus. Quelqu'un, par exemple, il y a un enfant adultérin, mais c'est un secret. Ça peut être que quand vous êtes né, c'était pas le bon moment pour vos parents. Voilà, il y a plein de pistes qu'on peut explorer pour comprendre pourquoi une personne ne se sent pas à sa place. Alors, sachant que là, évidemment, ce ne sont que des exemples, Bien hein, ça ne sûr, veut pas dire qu'il faut commencer à chercher dans votre lignée s'il y a ça exactement, c'est mais ça, ça fait partie des c'est ça. pistes à explorer. Ou parfois, c'est simplement quelqu'un dans la génération du dessus qui ne s'est jamais senti à sa place. Une personne avec laquelle on est en identification inconsciente. Et en Oui. fait, la problématique de la personne rejaillit sur nous comme si c'était à nous d'aller porter ce message et de comprendre ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Alors, ça me fait penser à quelque chose qui est aussi, quand on a une croyance comme ça qui traîne de famille en famille, d'arrière-grand-mère à grand-mère à mère, etc., jusqu'à nous, est-ce qu'il est possible, du coup, d'arrêter ça pour éviter de transmettre? Alors, je sais que c'est possible, hein, mais est-ce que c'est pas vraiment l'idée de pouvoir arrêter cette problématique familiale pour éviter de continuer à la transmettre? Oui, c'est ça, c'est tout l'objectif de la psychogénéalogie, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec la valise, c'est de se décider qu'il y a des choses qu'on nous a transmises dans cette valise qu'on ne veut pas reproduire. Mhm. Mais pour autant, ça demande d'abord, enfin, certaines personnes le font tout seules et le font très bien sans thérapie, hein, mais pour certaines personnes, quand les croyances sont peut-être plus ancrées, peut-être plus invisibles, le passage par la psychogénéalogie, par la thérapie, permet de les mettre à jour de manière plus évidente, de le travailler dans un cadre thérapeutique pour pouvoir ensuite s'en libérer. Alors, on a un super petit oiseau qui nous Oui, accompagne. oui, On tout à l'entend fait. J'ai une super bien. pendule qui fait un son d'oiseau, donc voilà, Ah, c'est elle. c'est ça. Eh bien, ça fait donc une demi-heure que nous sommes Voilà. ensemble. Ok. Alors, où j'en suis? Je voulais te poser une question par rapport à ce que tu as dit. Mais c'est pas grave, elle reviendra plus tard. C'est le petit oiseau qui va emporter. Du coup, est-ce que tu penses que la photographie, quelque part, peut aider dans ce travail sur les mémoires familiales, d'une manière ou d'une autre? Alors, la photographie, se faire photographier,
je veux dire, dans un cadre thérapeutique, ton activité? Non, pas forcément. La photographie dans sa généralité, est-ce que toi, c'est un média que tu peux utiliser, soit sur la photographie papier, soit sur la prise de photos, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà utilisé dans ton média ou pas du tout? C'est la question Oui, que tu as vue. oui, quand on travaille sur le récit de l'histoire familiale, c'est très intéressant de travailler sur les photos. Euh, Oui. D'abord parce qu'on met des visages sur des noms, parce qu'une photo en dit long, la manière dont les personnes sont vêtues, le cadre, le contexte, avec qui sont-elles prises en photo, les regards parfois, qu'est-ce qu'elles regardent. Parfois, une photo, mais je ne vais pas te la prendre, hein, peut traduire une émotion. Voilà, alors bien sûr, hein, je reviens toujours à ça, on n'aura pas la vérité. Mais Oui. par contre, pouvoir poser des mots, pouvoir dire tiens, moi j'ai l'impression que mon arrière-grand-mère, c'était une femme qui était triste, elle a eu une vie difficile, j'ai l'impression pouvoir verbaliser toutes ces choses qui n'ont pas été verbalisées au sein de la famille parce que c'était honteux ou parce qu'on ne parlait pas de ses émotions, ça suffit déjà pour entamer un travail de guérison. Oui, parce que des fois, on n'a pas besoin de la vérité, qui d'ailleurs n'existe pas vraiment, vu que ça va dépendre des visions, comme tu le disais, mais vraiment de se créer, d'avoir une réponse, une histoire à poser sur un fait. Et ça, des fois, ça peut vraiment libérer l'émotionnel qui est lié à cette situation et faire en sorte qu'il ne nous pèse plus, déjà. La question suivante de Lily Cré, qui est très assidue, merci beaucoup, et qui demande si on peut avoir une maladie en lien avec un traumatisme familial vécu par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelque chose que tu explores, toi, une personne qui est malade et qui va aller chercher dans le transgénérationnel ce qui se passe, ou si c'est en lien? Alors, j'essaie d'être vraiment prudente à ce sujet parce qu'on n'a pas vraiment de preuves scientifiques. D'abord, ça dépend de ce qu'on entend par maladie. Mhm. Si on entend maladie psychique, pour moi, oui, effectivement, on peut. Mais il y a toujours un ancrage dans sa propre vie. Oui. Le transgénérationnel, il est pour moi, à mon sens, jamais pur. C'est-à-dire que vous n'allez pas tomber malade à 30 ans juste parce que il y a quelque chose dans le transgénérationnel. C'est le fait que cette maladie vienne se mettre sur quelque chose que vous avez vécu dans votre vie qui s'ajoute à un terrain transgénérationnel. Après, c'est difficile en 5 minutes de faire un résumé, euh, mais voilà, il peut y avoir, je dirais, enfin si je voulais résumer, certaines maladies peuvent prendre racine dans le transgénérationnel, mais pour moi, elles ne créent pas la maladie. Voilà, mais après, voilà, là, on est en train de parler de quelque chose qui, de toute façon, n'est pas scientifiquement prouvé. Oui, j'aime beaucoup ta réponse, merci beaucoup. Je reviens à mes questions à moi. Est-ce que concrètement, ça peut changer notre vision de la vie, notre vie quelque part, de travailler sur ces mémoires? Qu'est-ce que ça peut changer, améliorer, impacter? Alors, la question est vaste. Oui. Voilà. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que, euh, en fait, la psychogénéalogie, pour moi, devrait être, enfin, devrait faire partie intégrante de toute forme de thérapie. Mhm. C'est-à-dire, je vois pas comment on peut accompagner quelqu'un d'un point de vue thérapeutique, en tout cas, la thérapie par la parole, hein, j'entends, euh, sans évoquer ce qui s'est passé dans sa famille, ne serait-ce que ses parents et ses grands-parents. Donc, la psychogénéalogie, elle peut pour certains, apporter juste une petite bouffée d'oxygène, une compréhension, une lumière, quelque chose qui s'éclaire et qui d'un coup donne une marge de manœuvre à un moment où tout était bloqué. Pour d'autres, elle va apporter un changement radical. Euh, mais là, tout dépend de l'histoire de la personne, avec quoi elle vient, le moment de sa vie. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, du, du plus petit effet qui est juste de ah tiens, j'envisage les choses autrement, au plus grand effet qui est je me sens complètement transformée, je suis libérée d'un point de vue émotionnel. Voilà, il y a tout un panel d'effets que peut avoir la psychogénéalogie. Et enfin, voilà pourquoi j'encourage tout le monde à entamer ce type de thérapie, pour autant que la personne rencontre une difficulté.
Si vous allez voir un psychogénéalogiste, mais que tout va très bien dans votre vie, je veux dire, il va rien se passer de plus. Ce sera de la généalogie, ce sera intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de tisser des liens entre le présent et le passé et de comprendre comment la vie de ceux qui nous ont précédés vient impacter la nôtre. Bien sûr. Est-ce que tu as une anecdote, un cas, sans bien sûr dévoiler quoi que ce soit de la vie privée des gens, mais un cas qui te vient et dont tu pourrais nous parler, qui a vraiment été très transformateur? Mais les cas, enfin, les situations les plus souvent les plus bouleversantes sur lesquelles on arrive vraiment à avoir vraiment un effet assez vraiment incroyable, c'est les situations de deuil non fait, de deuil gelé. Donc, je ne vais pas prendre une situation spécifique, mais je vais prendre une situation, Oui. on va dire, lambda représentative des personnes que j'accompagne. Quand il y a des décès dans la famille, dans les générations au-dessus, souvent des décès d'enfants qui ne sont pas verbalisés, simplement parce que c'est trop dur d'en parler, on ne peut plus en parler. Les parents n'en parlent pas parce qu'ils n'y arrivent pas. La famille n'en parle pas pour ne pas réveiller la tristesse des parents. Et d'un coup, une chape de plomb tombe sur cette famille et sur cette mort-là. Et dans la génération suivante, ou des fois 2 générations après, il y a quelqu'un qui porte cette tristesse et qui ne comprend pas. Et qui dit, je ne comprends pas, je suis tout le temps triste. Enfin, il n'y a pas de raison spécifique dans ma vie d'être triste comme ça. Quand je vois certaines scènes de films au cinéma, je m'effondre en larmes, etc. Et à ce moment-là, travailler, mettre à jour la mort de l'enfant, mener des actes symboliques de deuil, ça permet vraiment une libération qui est vraiment assez exceptionnelle et c'est ce que les gens retournent aux séances suivantes. C'est incroyable, mais ça a changé du tout au tout. Parce qu'en fait, il y a cette tristesse du fait qu'elle soit non dite. Alors là, il faudrait reprendre tous les concepts, mais je vais résumer. Toutes les émotions qui ne sont pas dites sont encryptées et sont transmises euh, à la génération suivante qui la récupère, mais sans savoir à quoi elle correspond. Donc vous vous baladez toute votre vie avec cette espèce de tristesse qui vous colle à la peau. Et une fois que l'inconscient comprend que cette tristesse n'est pas à vous, qu'elle appartient à la génération précédente, alors quelque chose se dénoue de manière assez spectaculaire. Ouais, je vois tout à Voilà. fait, oui. C'est ce qu'on appelle les fantômes au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire un fantôme émotionnel qui habite une personne. Et de pouvoir dire à quelqu'un, mais ce n'est pas à vous, c'est à votre grand-mère. Et de voir la personne qui dit, mais oui, c'est sûr. Là, Voilà. Déjà, ça y est, il y a quelque chose qui est en marche. oui, il y a vraiment une libération au niveau de l'inconscient, quelque chose Oui, qui s'en va en fait à ce moment-là. c'est ça. C'est ça. Alors, toi, tu as des ateliers, des accompagnements, des formations aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben, en plus donc, des accompagnements que je propose une fois par an une formation, alors qui est destinée aux professionnels de l'accompagnement. Pourquoi? C'est simplement parce que je ne peux pas reprendre toute la théorie psychologie, psychanalytique, donc elle dure 6 jours. Mais elle est plutôt destinée donc aux personnes qui accompagnent déjà d'autres, des patients ou des clients, et Oui. qui voudraient ajouter le transgénérationnel à leur accompagnement. Et donc cette année, elle aura lieu en septembre et novembre en visioconférence. Donc toutes Ok. les informations sont sur mon site internet. So- sophieduverne.com, je crois que C'est c'est. ça, c'est Ouais, je ça. l'ai fait de mémoire, mais c'était pas très dur, hein. Ok. Donc ça c'est pour les formations. Et toi, tes accompagnements, ils se passent où? Est-ce que tu en fais en visio? Est-ce que tu en fais en présentiel? En présentiel à Toulon, et puis en Mhm. visio partout dans le monde, j'ai envie de dire. Partout dans le monde. Ou on parle français ou Ou on tu parle parles aussi français, anglais? non, je ne fais pas en anglais, pas encore. Partout dans le monde. Ok, super. Donc, on peut te retrouver sur sophietuverne.com ou sur ton Instagram. Euh, Toi, quel est le message que tu voudrais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, et ils sont quand même nombreux aujourd'hui, et qui sentent qu'ils portent un poids qui ne leur appartient pas, ou qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'ils aillent voir dans leur famille, que ça gratte. Moi, je dis ça, ça gratte derrière, il y a un truc qui gratte. Et moi, je dirais poser des questions, Mm.
Parce qu'en fait, il y a toujours cette question de la loyauté au secret ou au non-dit qui fait qu'on les a, les questions, mais on les pose pas. Et des années après, on se dit, mais bon sang, pourquoi j'ai pas posé la question? Maintenant, ils sont plus là, je peux plus la poser. Donc, tant pis, lancez-vous, posez des questions et surtout, prenez des notes, les réponses, parce que l'inconscient zappe très vite quelque chose qui lui est interdit de savoir. Et puis ensuite, quand vous sentirez que c'est le moment, ben, faites-vous accompagner en psychogénéalogie. Alors, je crois que Lily Écré, elle a eu des révélations pendant, pendant ce live. Tu peux contacter Sophie si tu veux faire la suite pour travailler dessus. Et moi, j'ai une question du coup par rapport à ce que tu viens de dire, parce que poser des questions, c'est pas toujours possible. Moi, j'ai une famille qui s'est beaucoup rétrécie. Du coup, quand on n'a pas la possibilité de poser de questions parce que plus personne n'est présent et où personne ne peut répondre, comment on va aller chercher ce qui gratte? Alors à ce moment-là, du coup, on utilise d'autres outils comme le photolangage, donc le travail sur base d'images pour simuler l'inconscient, le travail sur le rêve, la symbolique du rêve, puisque ce qu'on ne sait pas, notre inconscient, lui, le sait, hein, puisque donc il y a cette idée qu'il y a un inconscient familial, et aussi le travail d'écriture. Le travail d'écriture permet parfois d'écrire des choses. Je ne sais plus quel psychanalyste a dit quelque chose comme les mots savent de moi ce que je ne sais pas encore. Voilà. Donc le travail d'écriture permet de mettre à jour certaines pistes et parfois même le fait simplement d'imaginer de toute façon, même si c'est pas la vérité, mais pouvoir se raconter une histoire sur laquelle on peut nous-mêmes faire avancer notre propre vie, c'est suffisant, même sans avoir la vérité. Avoir cette sensation qu'on a compris pour l'inconscience, tu veux dire que ça suffit pour alléger cette part qui nous est C'est ça. lourde. Il faut Oui, avoir une histoire à se raconter sur sa famille. oui. On pourra peut-être jamais avoir la vérité familiale. L'important, c'est ce que nous, on va ressentir et poser comme histoire sur ces non-dits et sur ce qu'on ne sait pas. C'est ça. Mm. C'est ça. Super. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire aux personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Angela te dit toujours hyper intéressant de t'écouter, Sophie. Bonjour Angela. Non, j'ai rien de plus à ajouter si ce n'est ben, merci de m'avoir écouté. Merci en tout cas de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir, c'était très intéressant. Moi, je suis toujours enclin bon, déjà à aller voir un petit peu tout ce qui concerne l'humain, l'inconscient, etc. La psychogénéalogie, je trouve que c'est hyper vaste. J'ai jamais pu plonger dedans autant que je voudrais, mais ça viendra. Et c'était très clair, tout ce que tu nous as expliqué. Je pense que les personnes comprennent beaucoup mieux de quoi il s'agit au niveau de la psychogénéalogie. C'est vraiment un sujet qui est très, très, très intéressant et hyper puissant que d'aller voir ce qui se passe dans nos mémoires familiales. Moi, le peu que j'ai fait sur ce travail-là, c'est vrai que c'est vraiment, voilà, vraiment positionner une histoire, ça permet de calmer, en fait. Voilà, je dirais calmer l'inconscient qui se pose tout le temps trop de questions, hein, clairement. Voilà, si vous avez des questions pour Sophie, vous n'hésitez pas, vous pouvez la joindre sur son compte Instagram ou sur son site internet. Et pour la semaine prochaine, je recevrai Élodie Sueur-Mansoner. Donc, si vous me suivez, vous devez connaître déjà un petit peu puisque on a écrit ce livre ensemble, donc photographie thérapeutique et photothérapie. Donc, jeudi prochain, ce sera Élodie et vous pourrez retrouver les jeudis en live, en replay, donc sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube quand j'aurai le temps de les mettre à jour parce que c'est pas encore le cas. Je vous remercie beaucoup. Je te remercie, Sophie. Je vous dis à jeudi prochain et à bientôt, Sophie. Merci, à bientôt. Au revoir, je coupe.